que vous connaissez l'Opéra de Sydney? Est-ce que, d'après vous, c'est un projet qui est réussi? Ça dépend. Oui, globalement, le résultat est quand même satisfaisant. L'Opéra de Sydney, quand il a été construit, à l'origine, on avait prévu le livrer en 1963. Il a été livré en 1973. Donc 10 ans d'écart entre la date de livraison prévue et la date de livraison réelle. Niveau coût, le coût initial était estimé à 7 millions de dollars. Connaissez-vous le coût final? C'est combien? 20? Encore 70 encore. 102 millions. D'accord? Donc ça représente un écart de 1500%. Alors ma zapette ne marche pas. On va y arriver quand même. Je vous laisse lire. C'est une BD de comic strip qui est... je vous invite vraiment à aller lire leur blog et il est vraiment bien. Je pense qu'on a tous connu ça dans l'entreprise. D'accord? On reçoit en tant que développeur des belles spécifications fonctionnelles qu'on suit à la lettre. Et en fait, ce qu'on obtient à la fin, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'attendait le client. Ça s'explique. Donc on a ce qu'on appelle le biais d'interprétation. Déjà, prendre quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un et le mettre sur papier. Donc déjà, on a un certain filtre. Et après, lire quelque chose et le formaliser dans sa tête, il y a un deuxième biais d'interprétation. Bon, on va passer à la main. Les cycles en V. Donc, bien sûr, tout ce que je viens de vous raconter, c'est un peu issu du monde des cycles en V. Constat après 30 ans de projets IT. On va dire, les projets IT ont commencé dans les années 80. 32% des projets sont réussis, c'est-à-dire que tous les critères de satisfaction sont atteints. 32%, ça veut quand même dire qu'il y en a 68 qui ont échoué. 84% des projets dépassent le délai. Bon, ça, on est plutôt habitué. Mais moi, la chose qui m'interpelle vraiment, c'est 64% des fonctionnalités développées ne sont pas utilisées. Ça veut dire qu'on fait 64% du taf et ça ne sert à rien. D'ailleurs, ça n'est pas utilisé. D'où du gaspillage d'argent. Et là, il y a des gens qui se sont réunis, et c'était en 2001, et ils ont dit, nous, la production logicielle, on va essayer de la revoir un petit peu. Donc il y avait Quen Schwaber, pour qui ça parle, c'est la personne qui a inventé Scrum. Il y avait quelqu'un de tout ce qui était ce qu'on appelait l'XP Programming. Et ils ont dit, nous, on va faire des manifestes agiles. Pour faire simple, le manifeste agile, derrière son application, à travers Scrum, ça donne des choses comme ça. C'est-à-dire que plutôt d'avoir des longues phases, et encore la phase de design, on l'a fait petite, parce que là, normalement, des fois, elle va carrément plus loin que l'écran. On essaye de découper, d'accord, en ce qu'on appelle des petites itérations, et surtout d'avoir un feedback très régulier de la part de nos clients. Par contre, encore trop souvent, on se retrouve avec la case deploy à la fin. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Anthony Guillotot, je suis un ancien lead dev, je suis un vrai fervent défenseur du software craftsmanship. Pour moi, la production logicielle, c'est pas comme créer des fenêtres, par exemple. C'est vraiment derrière avoir un artisanat du code. Je suis Scrum Master dans une entreprise qui s'appelle voyagesncf.com. Alors nous, on a un avantage, c'est que l'agilité, depuis 2012, c'est au niveau de la boîte. Et depuis à peu près 1 an et demi, c'est le DevOps. D'accord ? Donc une volonté forte d'aller vers le DevOps. Et depuis 3 mois maintenant, avec 4 autres compères, on a monté un cabinet de conseil Phoenixo. En gros, notre leitmotiv, c'est que la majorité des problèmes dans l'entreprise sont liés à des problèmes de communication. Et l'agilité est un des moyens pour répondre à ces problèmes-là. C'est fini pour la partie pub. Ça, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu sur des benches. Je ne comprends pas, ça marche sur mon poste. Ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Alors, si on prend un peu de recul, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on a des ops, donc
pour ceux qui ne connaissent pas, les ops sont ce qu'on appelle les operations en anglais, sont les personnes qui vont exploiter notre application en production et qui ont en charge tout ce qui est mené du développement à la production. Et de l'autre côté, on a les devs, donc les développeurs. Et on a vraiment deux objectifs orthogonaux, c'est-à-dire qu'on a les développeurs, leur objectif à eux, c'est de faire évoluer le système, c'est d'innover, c'est de tester. Et puis d'un autre côté, on a des exploitants, et eux, leur job, c'est je suis garant de la stabilité et de la disponibilité de mon application et de mon système en production. Donc, on a évolué un petit peu, pour faire simple. Le DevOps, c'est la suite de l'agilité, c'est le prolongement. C'est-à-dire que l'itération, enfin la phase de déploiement qui était plutôt à la fin des itérations, eh bien, on essaye de l'intégrer au niveau de chaque itération. Et pour que ça soit encore plus simple, on essaye de faire des toutes petites itérations, des tout petits incréments. Et comme ça, on a un feedback plus rapide de la part du client et des personnes qui représentent le métier. Je ne vais pas trop vous saouler avec l'agilité. On passera après un peu sur un petit peu de théorie sur le DevOps, et puis quelques anecdotes. Puis après, je vous ferai un retour d'expérience sur sur 3 équipes de développement. Manifeste Agile, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était en 2001, et en fait 16 ans après, je pense qu'on peut le relire avec un œil DevOps. Les individus, leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Dans beaucoup d'entreprises, la communication entre les ops et les devs, c'est fait via du ticket. D'accord ? Tu me poses une question, tu me crées un ticket sur du Jira, sur du helpdesk, sur ce que vous voulez. L'idée du DevOps derrière, c'est de favoriser vraiment l'interaction. Ça ne coûte rien, plutôt que de faire un ticket sur un helpdesk, de prendre son téléphone, si son exploitant est un peu loin, ou même de se déplacer et carrément aller le voir. Des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. Alors moi, je le retraduirais en DevOps en disant une usine logicielle opérationnelle plutôt que des procédures de livraison et d'installation. D'accord ? On retrouve trop encore en entreprise des cahiers de livraison ou des cahiers d'installation. J'accompagne une équipe actuellement pour 4 heures de développement, c'est 3 heures pour remplir un fichier Excel de livraison. Vous imaginez le temps perdu ? Troisième valeur, la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Alors, si on transpose ça dans le monde équipe de dev, équipe de ops, on a un contrat. Le contrat, c'est ce qu'on appelle le DAT. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le dossier d'architecture technique. En début de projet, généralement, il y a quelqu'un qui va concevoir, voilà, l'application va fonctionner comme ça, il y aura tel brique logiciel, ce sera tel serveur avec tel dimensionnement, voilà. Ok, c'est bien. Mais ce qu'il faut derrière, c'est plutôt collaborer avec lui et co-construire cette solution. Ça ne sert à rien de mettre en place une infrastructure qui puisse accueillir, je ne sais pas moi, 200 requêtes secondes, alors que finalement, notre application, on va avoir 50 utilisateurs par jour. L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, c'est un peu le corollaire du slide précédent. C'est tout ce qui est le scaling à la demande. C'est dire, ok, je fais que ce dont j'ai besoin. Donc je dimensionne ma production en fonction de ma cible. Et si ma cible augmente, le nombre d'utilisateurs, eh bien derrière, je suis capable de scaler, donc d'élargir mon architecture et aussi de la modifier. Le DevOps a 3 objectifs principaux. Améliorer la coopération entre les devs et les ops. L'idée, c'est de co-construire. On retrouve trop des exploitants qui récupèrent une application après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois 3 ans de développement, et qui n'ont jamais entendu parler de cette application-là, que ce soit fonctionnellement ou que ce soit d'un point de vue technique. Améliorer la livraison du produit. Rapidité du TTM, pardon. On en reparlera après. On est dans un monde ultra concurrentiel. Alors c'est encore plus vrai dans le cadre du Web Today où on adresse plus particulièrement les startups. Faut être réactif et rapide. Et surtout, il faut que ça soit fiable et stable en même temps. Fluidifier l'élaboration du produit. J'aime bien c'est une citation, je ne me souviens plus de la personne qui l'a dit. Les plateformes ne doivent pas être un frein à l'innovation et l'innovation ne doit pas mettre en péril les plateformes.
derrière, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut innover et tout en gardant une fiabilité, une stabilité de la plateforme. Livrer rapidement. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un, j'ai rien contre les chefs de projet, ou contre des personnes qui sont représentants du métier, mais ouais, en fait, le client, tu as corrigé le truc ou tu as fait l'application, c'est super. Par contre, il aimerait bien que ça soit en production demain matin. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel point de vue on se passe, d'accompagner une équipe où il y avait 2 livraisons par an. 2. Ça voulait dire que si vous ratiez le train de la première livraison, votre client, il voyait son évolution disponible au mieux dans 6 mois. Derrière, il y a plein de conséquences à ça. C'est que l'équipe, elle faisait le maximum pour faire rentrer dans la livraison. Donc, du coup, la qualité, on la laissait un peu de côté. Du coup, on avait un taux de bug qui était assez important. Du coup, on passait beaucoup de temps à stabiliser. Du coup, on n'avait pas la confiance de nos clients. Du coup, on a rajouté des phases de recettes qui étaient extrêmement longues, donc 3 mois de recettes. Voilà. Donc, l'idée derrière, c'est livrer rapidement et aussi être fiable dans ses livraisons. Je vous parlais aussi de mondialisation aujourd'hui. Il faut être réactif. Faut être réactif à 2 titres. D'abord, d'un point de vue marketing et innovation. Mais on a aussi un problème, c'est qu'avant, on avait des plages horaires, c'était 8h, 18h. Nos concurrents, ils étaient dans la même ville, au pire dans le même pays. Maintenant, c'est mondial, c'est 24/24. Ça veut dire qu'on a plus ce qu'on appelle le downtime, donc le moment où notre application, si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ça, on ne l'a plus maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que ce downtime il soit le plus petit possible. Je prends l'exemple de voyagesncf.com. Aujourd'hui, on vend, l'activité du site, ça va jusqu'à 2h du matin et ça commence à 5h30. Donc quand on a des actions à faire en production, il faut que ça tourne et que ça soit rapide. Livrer sans régression. Livrer rapidement, c'est bien, mais il ne faut pas faire de régression. Alors, les régressions fonctionnelles, souvent, les gens l'ont déjà dans l'esprit. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement rentré dans les mœurs, c'est les régressions techniques. Par exemple, j'avais une plateforme qui tenait 120 requêtes secondes. Je livre une évolution, il faut quand même que ça tienne encore 120 requêtes secondes. Il ne faut pas que finalement, à 80 requêtes secondes, maintenant, ça tombe. Non, il faut que je m'en assure avant. Développer avec la cible. Ça, c'est un truc super important. Donc l'idée derrière, c'est avoir un environnement similaire de la prod jusqu'au dev. Quand on dit environnement similaire, ce n'est pas forcément toutes les fermes et puis toutes les instances, mais au moins avoir les couches successives et aussi avoir le paramétrage. Qu'un paramétrage de prod il soit dupliqué en paramétrage de développement. Petit retour d'expérience, on a fait une évolution, donc nous on en parlera après du projet. On avait une architecture vraiment avec plusieurs couches et on avait ce qu'on appelait un achat proxy. Est-ce que ça parle à tout le monde? Répartiteur de charge ou Apache, ce type de brique logicielle. Et on a dit, c'est bien, l'évolution, ce qui est bien, c'est qu'on va la faire à ce niveau-là. Super, on fait l'évolution, on va jusqu'en pré-prod. Et en pré-prod, on s'aperçoit en fait qu'au-dessus de ce HA proxy-là, il y en avait un autre qui gérait un ensemble de fermes de HA proxy. Donc du coup, il a fallu qu'on revoie notre évolution, qu'on relance, etc., etc., etc. Donc là, c'était de la perte de temps, tout simplement. Si on avait eu connaissance de ça plus tôt, ça aurait été plus facile pour nous. Monitorer pour prévenir. C'est mieux d'intervenir avant que ça plante, enfin avant que ça tombe, plutôt qu'une fois que c'est tombé. Parce que après, ça s'appelle la cellule de crise. Et pour avoir participé à un certain nombre de cellules de crise, je vous promets, ce n'est pas super agréable. Exemple aussi, dans les équipes, on a ce qu'on appelle des logs. Ça parle à tout le monde, je vais loguer, donner des informations sur le fonctionnement de mon application. Et on a une log particulière qui s'appelle la XL log, qui, en fait, quand un message arrive dans cette log-là, derrière, il y a un exploitant qu'on appelle, qui est externalisé, qu'on appelle le pad. Lui, son rôle, c'est j'ai une application, un code erreur, une procédure. Donc le procédure, ça peut être relancer le serveur, appeler le support niveau 1, déclencher la super grosse alarme. Si le développeur n'est pas sensibilisé à ça, il va loguer là-dedans, il va dire ouais c'est bien, ça fait plein d'infos. Puis quand ça arrive en prod, le pad il n'arrête pas de sonner. Donc c'est un peu comme Pierre et le loup.
Au début, il va être alerté sur chaque anomalie, et puis, enfin, chaque comportement anormal. Et puis après, il va dire, ouais, c'est bon, de toute façon, c'est toujours normal, donc ça ne sert à rien que je m'alerte. L'important pour le développeur, c'est que c'est lui qui est entre le métier et la prod de l'exploitant. Donc c'est lui qui est capable de justement avoir des messages de log, avoir un feedback, construire un feedback de la prod qui soit pertinent à la fois pour l'équipe technique, mais aussi pour l'équipe métier. Un produit stable, ça m'est arrivé dans une de mes équipes, on développe quelque chose, bon, il y avait encore un peu de recettes. Donc, il y a la phase de recette, c'est tamponné, c'est bon, vous pouvez aller en prod. On va en prod et au bout d'une journée d'utilisation, on nous dit ah ouais non, ce serait bien de désactiver cette fonctionnalité. Ah ouais, mais nous on l'a pas prévu. On ne sait pas faire. On est obligé de faire un rollback total de la version et du coup il n'y avait pas que cette fonctionnalité. Il y en avait une dizaine d'autres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé 11 fonctionnalités parce qu'il y en a une qui ne marchait pas. Il y a des choses qui s'appellent le feature toggle. En gros, c'est simplement mettre un interrupteur dans le code pour dire j'active ou je désactive. Si c'est pensé tout de suite, ça coûte pas cher et ça nous permet en production d'activer ou de désactiver progressivement ces applications. Comme tout bon développeur, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, enfin j'espère, ou autres d'ailleurs. Vous connaissez la loi de Murphy. Alors, je vais vraiment vous la citer. Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Ce qui se cache derrière nous, si je le traduis dans le monde des équipes de développement, c'est essentiellement la résilience. Qu'est-ce qu'on entend par résilience? C'est la capacité à mon application à rendre encore une partie du service, même si elle est dégradée, même si une partie de mon système d'information, lui, est défaillant. Il y avait une très belle conférence de Quentin Adam, qui est un en-tête chez CloudBees. C'était sur la résilience. Il avait fait l'analogie avec l'envoi de mail, par exemple. Vous avez une application et vous voulez envoyer un mail. Le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la librairie qui permet d'envoyer le mail, il code ça direct dans son code. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Oui, mais que se passe-t-il lorsque votre serveur mail il est surchargé? Votre application, elle tombe. Pourtant, d'un point de vue transactionnel, l'envoi de mail, que le client le reçoive tout de suite, dans 30 secondes, dans 1 minute ou dans 5 minutes, ça ne changera foncièrement pas grand-chose. Donc l'idée derrière, c'est justement tout de suite de se poser ces questions-là en tant que développeur. Quand j'implémente, comment est-ce que je vois la résilience? Je me connecte à un partenaire, si le partenaire ne fonctionne pas, comment est-ce que je continue à rendre un service? Alors, bon, vous connaissez un petit peu à peu près cette ligne de code. L'agile, c'est en gros tout le cadre méthodologique qui permet d'aller jusqu'au build. L'intégration continue, c'est je suis capable de tester automatiquement. Continuous delivery, c'est je suis capable de tester et de construire mon application pour l'envoyer en production de manière automatique. Et après, on va retrouver le continuous deployment. Donc là, c'est à peu de choses près, je suis capable de déployer en production d'un claquement de doigts. Et le dernier, c'est le continuous operation. La démarche pour aller jusqu'au continuous operation, c'est on optimise tout le temps perdu qu'on a sur les 2 premières lignes. 2, on prend du feedback de la prod. Comment ça se passe en prod? Et 3, on fait de l'amélioration continue sur tout le cycle. On va rentrer un petit peu dans le Rex. C'est notre pyramide du DevOps qui va nous suivre pour les 20 minutes qui nous restent. Alors pour vous expliquer globalement le projet, c'est un portail de vente de la SNCF. Il y a différents clients qui se connectent et nous, on se connecte à différents partenaires. C'est ce que vous retrouvez derrière les bornes libre-service que vous avez en gare, les bornes jaunes. Là. Derrière, c'est ce SI-là qui est attaqué. Vous utilisez le site voyagesncf.com, c'est ce site-là qui est attaqué, c'est ami de l'office. Vous utilisez le concurrent de VC qui s'appelle Capitaine Train, c'est ce site-là qui est attaqué. Et en termes de partenaires, on en a plein. On a la SNCF, on a les taxis, on a la location de voitures, voilà, on a plein de choses. L'équipe était composée de l'équipe projet, 3 équipes Scrum,
elle l'est toujours d'ailleurs. Des sprints de 3 semaines. Donc on a des itérations de 3 semaines. Les devs étaient à Nantes et les ops à Lille. Donc une distance géographique. Une usine logicielle d'entreprise. Donc ça, c'était aussi c'est quelque chose une des forces qu'on avait au démarrage, c'est qu'on avait déjà toute une usine logicielle qui existait. Elle avait le mérite d'exister, elle était perfectible, mais elle avait le mérite d'exister. Et surtout, on livrait tous les 2 sprints en production, c'est-à-dire un TTM à 9 semaines en sortie de dev. Alors, ça peut paraître long pour certaines startups, mais à l'échelle de cette application-là, 50 millions de commandes en base, 15 millions de requêtes par jour. Voilà, quand on met en prod, on s'assure que ça fonctionne encore un petit peu. Juste pour info, les 15 millions, on prévoit de passer à 75 millions à la fin de l'année. Requêtes par jour. Des croyances. Alors, des croyances d'entreprise. On disait que l'entreprise, l'agilité était dans l'ADN de l'entreprise, donc les équipes sont pluridisciplinaires. Je sais faire du test, je sais faire du dev et je sais toucher aussi à d'autres choses. Deuxième croyance d'entreprise, je vous disais tout à l'heure, depuis 1 an et demi, 2 ans, le DevOps, il faut y aller. Donc, allez-y et on vous file les clés pour que vous alliez jusqu'au DevOps, pour être autonome. Et moi, j'avais une conviction personnelle, que j'ai moins maintenant, je vous expliquerai pourquoi. C'est qu'en fait, les équipiers, les membres des équipes, ils peuvent être pluridisciplinaires ou multicompétents ou polyvalents. En gros, ça peut être des couteaux suisses et toucher à tout. On y reviendra à la fin. Donc, on commençait à développer, ça se passait très bien, et on a dit tiens, on va commencer à faire l'intégration continuous integration. Et là, on a utilisé l'automatisation des tests fonctionnels. Donc, on a utilisé Cucumber. Je vous laisse aller voir la documentation sur Internet. Elle est vraiment très bien faite. L'idée, c'est d'avoir une démarche BDD, Behavior Driven Development. Derrière, c'est votre métier, entre guillemets, votre représentant du métier ou représentant du client, va vous décrire sous la forme de scénarios, ce qu'on appelle les scénarios Gherkins. C'est soit, tac, si je fais telle action, alors il doit se passer ça. Ça reste du texte. Et après, le développeur, lui, il va automatiser le lien entre ce texte-là et le code et les différentes orchestrations des appels. Alors d'un point de vue de développeur, ça nécessite de connaître les cas d'usage de son application. Donc c'est déjà une bonne chose. On est rendu à plus de 2500 scénarios. Donc 2500 scénarios, c'était 2 heures d'exécution. Donc d'un point de vue feedback, vous êtes développeur, vous faites un commit. Pour savoir si vous n'avez pas fait de régression, vous attendez 2 heures. Autant dire que c'est contre-productif. Donc on a eu une démarche de prioriser ces scénarios-là. On a fait en gros les P0, P1, P2. P0, on les exécute tout le temps, ça tourne en moins de 5 minutes. P1, c'est un peu plus vaste, ça tourne en 3/4 d'heure, enfin une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis après, la totale, elle, on l'a fait tourner la nuit et on a un feedback vraiment plus complet. Donc exemple de code Cucumber, mais en fait derrière, ça reste du code. Donc en tant que développeur, c'est développé. Voilà, donc là, on a un scénario type Cucumber et derrière, on a du code, c'est du Scala. Alors, une petite anecdote, il y a un testeur qui est arrivé dans l'équipe. Donc, voilà, il est arrivé, il dit moi, j'étais embauché pour faire du test, il n'y a pas de souci. Et je lui dis est-ce que tu as déjà fait du développement? Il me dit ouais, mais je ne suis pas expert. Écoute, Anthony, je dis vas-y, maintenant, on y va. Tu veux en faire? Donc, on y va. Donc, notre testeur qui est arrivé avec simplement la compétence de test a évolué vers une compétence de développeur. Par contre, il garde l'expertise de test parce que tester, c'est un vrai métier en fait. Enfin, moi, je ne le croyais pas avant quand j'étais vraiment que développeur. Je me disais, faire le test. Voilà. Et non, c'est un vrai métier derrière. Il faut avoir une vision globale de son application. Et deuxième effet aussi, c'est que Cucumber, il fournit des rapports, mais les rapports, ils ne sont pas très bien. Et puis, quand on exécute d'une fois à l'autre, vu qu'on se connecte à des partenaires, des fois, les partenaires, ils sont down. Et quand ils sont down, on va avoir 300 tests qui vont être KO. Donc quand on repasse tous les tests, s'il faut repasser sur tous les scénarios, ça va être compliqué. Et nous, on a un développeur, Pierre, il a dit moi je fais un peu de veille techno et j'aimerais bien tester, alors c'est du React, pour ceux qui en parlent, et je vais faire un outil pour ça parce que ça nous embête au quotidien. Temps d'exécution, d'analyse des tests, on est passé de 2 jours à 2 heures. Donc la démarche, on l'avait déjà, on a commencé à l'avoir.
Je vous parlais des tests. Il y a les tests fonctionnels, mais il y a aussi les tests techniques. Donc nous, on utilise Gatling. Gatling, c'est en gros, ça permet de solliciter très fortement son application. Là, c'est pareil. C'est le développeur qui fait les scénarios. Par contre, ça nécessite au développeur de connaître les cas d'usage de son application, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le plus sollicité. Exemple, dans la vente, donc tout ce qui est vente, ça va être essentiellement le devis. Donc je veux avoir le prix. Après, la finalisation, que ce soit un peu plus long, c'est pas grave. Donc l'idée derrière, c'est justement de cibler ces parties-là, parce qu'on ne peut pas tester tous les services, ça risque d'être trop compliqué. Maintenant, grâce à Jenkins 2, donc les pipelines, on peut commencer à faire une structure, c'est-à-dire j'enchaîne mon build, donc je construis mon application, je fais mon packaging, je teste fonctionnellement, je teste techniquement, et après je peux dire, ok c'est bon, mon appli elle est prête pour aller en prod. Et là, ça reste du code en fait. Donc en tant que développeur, c'est encore du code. Si on prend Jenkins 2, c'est encore du code. Étape suivante, continuous delivery, pouvoir builder et réaliser de manière continue. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture technique. En gros, on a différents composants, chaque composant étant hébergé par un gestionnaire de sources cloisonné. Est-ce que vous connaissez le truck factor, autrement appelé le bus factor, pardon. Alors ça vient des États-Unis, les Américains sont très attachés à l'aspect humain. C'est dire si j'ai un membre de mon équipe qui meurt en se faisant écraser par un bus en sortant du boulot, ma boîte peut continuer à vivre. Ce truc-là, nous, on l'a eu en fait. C'est-à-dire qu'au début, on avait un seul composant. On avait une personne qui avait un peu le rôle, ce qu'on appelait chez nous le rôle d'intégrateur, donc la personne qui construit le package. Et puis, il faisait ça, ça allait bien. Puis après, il y a eu un deuxième composant, puis il y a eu un troisième composant, un quatrième. Et là, il était débordé. Il est venu me voir, il me dit écoute Anthony, là j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je fais que l'intégration, je voulais faire un peu de dev. C'est moi qui suis le goulot d'étranglement parce que quand il faut livrer, tout de suite, c'est à moi de packager. Du coup, là, on s'est posé la question. On a dit wow, là, il y a un problème. Parce que si lui, il nous claque dans les mains, on peut tout simplement pas livrer. Il y avait lui qui avait cette compétence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé sur l'usine logicielle de l'entreprise. On l'a complété, par exemple, des trucs autour de MongoDB. Ça n'existait pas avant. Nous, on l'amenait. Hop, on a amené de l'industrialisation et du packaging autour de ça. On a créé un outil maison. Par exemple, ça, c'est un outil qu'on a créé, nous, maison, qui permet de faire une release globale sur l'ensemble de mes gestionnaires de sources. Et voilà, ça se fait tout seul. Il n'y a plus besoin d'avoir une intervention manuelle. Ça aussi, c'est du code. Donc, en tant que développeur, ça reste du code. Continuous deployment, pouvoir déployer de manière continue. Alors là, ça se corse un peu. L'idée, c'est qu'on nous a dit ce serait bien d'accompagner nos amis, les exploitants, dans les mises en production. Donc, pas de souci. Donc là, la chose qui a été vraiment intéressante, c'est que les devs ont commencé à participer aux réunions, ce qu'on appelle les réunions de préparation de mise en prod. C'est-à-dire qu'on a quand même un protocole. Si nous, on rate une mise en production, ça va remonter très très vite. Puis on va se faire taper très très fort sur les doigts. Donc voilà, il y a tout un protocole de validation. Et puis aussi, c'est après la mise en production. Donc quand on met en prod pas pour tout le monde. En fait, on ouvre progressivement. On va d'abord dire, j'ouvre pour 10% de mes clients, puis après 20, 30, 40, 50, 75 et 100. Et là, c'est le développeur qui va aider l'exploitant à analyser le démarrage, en fait. Dire, OK, là, ça a l'air de bien se passer. Là, il y a un truc louche, attends, je vais regarder. Donc, le développeur va approfondir. Et puis après, OK, c'est bon, voilà. Donc là, il faut vraiment être attentif et réactif. Bon, là, par contre, ce n'est pas du code. D'un point de vue développeur, c'est du temps et de la communication. Opérer de manière continue. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez? Ah, c'est plus difficile que l'opérationnel. Voilà. C'est une chaise, c'est une sculpture qui est à Genève, si je ne me trompe pas. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé. On avait une équipe transverse, qu'on appelait l'équipe supervision, qui gérait un peu tout ce qui était récolte des métriques pour avoir des dashboards, et puis aussi la centralisation des logs et tout ça, et c'était génial. Il faisait aussi l'analyse des tirs de charge, c'était super. Et c'était il y a un an, le boss il rentre dans le bureau, il nous dit
écoute Anthony, cette équipe-là va être dissoute, vous avez 2 mois pour monter en compétences. Alors en plus, c'est arrivé un moment où on était dans le rush, donc autant vous dire que c'était assez compliqué à accueillir en tant que Scrum Master, dire ok d'accord, je vais en parler avec les gars, on va voir comment on va faire. Ça n'a pas été facile, on y est arrivé, on s'est fait accompagner. L'équipe est vraiment bien montée en compétences. On a créé des communautés, parce que ça, c'était valable pas que pour notre projet, hein, c'était valable pour tous les projets. Donc, du coup, il y a des communautés qui sont créées. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'en 2 mois, on arriverait à prendre la main là-dessus. Par contre, il y avait un truc, c'était l'analyse des tirs de charge. Vous vous souvenez des croyances? Moi, j'en ai une. Enfin, c'est que les membres les équipiers peuvent être polyvalents. Sauf que là, c'est plus vrai. Vous ne pouvez pas demander à n'importe qui de faire une analyse de tir de charge. De la même manière, on parlait du suivi de prod tout à l'heure, vous ne pouvez pas demander à n'importe qui d'intervenir en production. Là, moi, d'un point de vue perso, j'en ai pris un petit peu. Juste pour passer rapidement, c'est des dashboards Grafana et Kibana pour les techos. Derrière, donc ça, c'est des exemples. Voilà ce que ça donne. Nous, on suit vraiment l'activité business et l'activité technique sur les mêmes dashboards. Et c'est pareil, ça reste du code. Donc, quand on fait de la centralisation des logs, on a des jobs qui permettent d'agréger les données. Voilà, c'est du Spark, c'est du code. Donc, d'un point de vue développeur, c'est du code. Autre anecdote, vous connaissez les Chaos Monkey? Non, c'est quelque chose qui vient de Netflix. Netflix, ils font en prod. Donc l'idée, c'est j'arrête n'importe quelle brique logicielle de mon application et je regarde ce qui se passe. Et normalement, mon application doit être résiliente ou elle doit redevenir résiliente rapidement. Donc nous, on l'a mis, c'est dans la démarche DevOps, on l'a mis en place sur nos environnements jusqu'à l'intégration. Donc l'intégration, c'est juste avant la recette. Et ça marchait, voilà, ça marchait très bien. Et au mois de janvier, il s'est passé un truc. Donc pour vous expliquer simplement, on a ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. PRA, ça parle à tout le monde. En gros, c'est s'il y a une bombe nucléaire qui va sur un site, on est quand même capable de vendre. Alors nous, c'est Lille et Saint-Denis. Donc autant dire, s'il y a une bombe nucléaire sur l'île, je pense qu'à Saint-Denis, c'est pareil, il ne reste pas grand-chose. Mais voilà, on a un plan d'activité de reprise d'activité sur 2 sites. Et j'arrive un matin, avant l'équipe, ça se passe très bien, et je regarde mes mails et je fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» La prod à Lille était tombée. Et là, je fais « Non, mais c'est pas possible. » Et puis après, je lis mes autres mails. Oui, volontairement, nous avons éteint et rallumé l'instance de Lille cette nuit pour voir si vos applications étaient résilientes. Alors, je ne vous cache pas que sur le coup, je suis allé voir mon manager et je lui ai dit vous êtes vraiment des... Vous imaginez ce que je peux dire. J'ai dit, nous, on est dans le rush, on était en plus en fin d'itération, en fin de sprint, c'était la galère. Et puis après, j'ai pris du recul. Il m'a dit, ouais, mais au moins, on a vu ce qu'il nous restait à faire pour devenir résilient. Et on s'est aperçu qu'on avait un lien entre nos deux sites. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un lien entre les 2 sites. Il va peut-être falloir qu'on voit à enlever ce lien-là pour vraiment rendre le site de Saint-Denis indépendant du site de Lille. Alors, une prise de recul après 2 ans, taux de dispo 99,5%, même quand nos partenaires sont down. Ça veut dire qu'on rend encore du service, même quand nos partenaires ne peuvent pas le rendre. 5 bugs bloquants découverts en production. Donc nous, on n'a plus de recette manuelle, on n'a que de la recette automatisée. Je pense que c'est pas mal, 5 bugs bloquants. En plus, c'était des bugs fonctionnellement super méga tordus. Donc voilà. Et surtout, on livre bien tous les 2 sprints. Et croyez-moi, on a tendance et on essaye de descendre à livrer tous les sprints. Mais des fois, la tentation était assez grande de dire « Ouais, non, mais on voudrait vraiment embarquer tout ce dossier-là. Donc, est-ce qu'on peut livrer dans 3 sprints ?» Non, non, non. C'est prêt. Enfin, ou dans 4, oui. C'est prêt, ben, on y va. Si c'est pas prêt, c'est pas grave, on désactive le code et puis on n'en parle plus. Les activités d'un développeur, c'est... Donc chez nous, c'est du dev, du test, de la release. Donc la release, c'est tout ce qui est packaging et puis installation sur les plateformes. Et de la prod, d'accord? Sauf que dev, test, release, ça reste du code. Donc quand un développeur nous dit moi j'ai pas envie de faire de l'intégration ou de faire du test, ouais mais ton job c'est de faire du code, là c'est du code, c'est pareil. Donc ça, voilà où est-ce qu'on est. Sauf que si on prend vraiment du recul, en fait on n'est pas là du tout.
il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, par exemple, on n'est pas scalable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde de la SNCF, mais une fois par an, il y a une grosse opération qu'on appelle l'ODV, l'ouverture des ventes d'hiver. C'est le 2e jeudi du mois d'octobre où on ouvre la vente de tous les billets de train jusqu'à la fin de l'année, notamment les billets PROMS, les billets pas chers, non remboursables, non échangeables. Et pour la période de Noël, nos amis parisiens viennent souvent en province, du coup ils se jettent sur ces billets-là. Et pour vous donner une idée, c'est 30 billets vendus par seconde et un TGV rempli toutes les 20 secondes. Un TGV, c'est 1000 personnes. Nous, aujourd'hui, on n'y est pas. Clairement, on ne peut pas maintenir cette charge-là. De la même manière, la démarche Lean, on ne l'a pas. Clairement, le commit to prod, aller en prod dès que c'est prêt et pas attendre la fin de l'itération, ça, on ne l'a pas encore. Donc, on va travailler là-dessus. Gestion des perturbations. Alors moi, c'est un gros souci que je rencontre en tant que Scrum Master, c'est comment je protège mon équipe lorsqu'elle doit faire du build et du run. D'accord ? Donc le build, c'est prévisible et prédictible. Le run, on ne sait pas quand ça arrive. Donc là, il y a une problématique autour de la gestion des perturbations qui est assez difficile à gérer pour les équipiers. Je vous parlais de ma croyance sur la polyvalence des équipiers. Moi, je doute en fait. Je doute parce que alors c'est complètement subjectif, ça n'a rien d'objectif. Je m'aperçois que mes collaborateurs sont moins bons. Techniquement, ils sont moins bons. Ils se dispersent et ils sont moins bons. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que quand il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe, tout ce qu'il doit apprendre, c'est énorme en fait. Il doit apprendre le métier, la technique, parce qu'en plus, on utilise des technos assez récentes. Nos process, toute la partie test et intégration continue, doit apprendre aussi la partie exploitation, donc faire des boards Grafana, etc. C'est juste énorme. Donc la conclusion que j'ai, c'est une perpétuelle remise en question. En fait, c'est pas parce qu'on est rendu à un stade qu'il faut se dire ok, c'est bon, cool, j'y suis. Non, non, il y a encore beaucoup de taf et je pense qu'il y en aura tout le temps. Et je vais finir sur 2 anecdotes. Donc pour moi, le DevOps, c'est du dev, ok, donc on l'a vu. Mais c'est avant tout une philosophie. Alors, je vais vous faire un yeah et un ouh. Anecdote, recrutement. On a un développeur qui est venu pour un poste chez nous et on parle d'agilité, choses comme ça, comment ça se passe dans ton équipe. Et il dit, moi, ça se passe bien, par contre, il y a un truc qui m'embête. Il y a l'exploitant qui vient tous les matins au stand-up et il nous parle de la prod. Et honnêtement, moi, j'en ai rien à faire de ce qui se passe en prod. Ok, vous imaginez qu'il n'a pas été pris. Et pourtant, il était très bon, techniquement, il était très bon. Donc ça, c'est le ouh. Et le ah. Mathieu, un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, Anthony, on a un problème. Donc vous voyez, on a différents partenaires. Et quand ça plante sur le moteur, on n'a pas le contexte, c'est-à-dire les entrées, les appels aux autres partenaires. Et il dit, franchement, quand tu fais de la prod, c'est super chiant parce que tu n'arrives pas à débugger, tu ne sais pas ce qui se passe. Ce qui serait pas mal, moi je pousse une évolution, c'est que on mette ça dans des caches mémoire et puis bon, ça va pas prendre énormément de place et ça va bien se passer et on aura tout notre contexte quand ça plante. Donc là, c'est lui qui a porté le sujet, il était voir les product owners, on a dit voilà quel est le constat aujourd'hui, voilà ce que je propose, voilà le ROI qu'on peut avoir. Voilà, ça c'est la philosophie DevOps d'un des équipiers et globalement de toute l'équipe. Pour finir, parce qu'il me reste 1 minute, je sais que dans l'informatique, il n'y a pas trop de supporters de foot. Je suis un vrai fan du FC Nantes. Je ne sais pas si vous connaissez la devise du FC Nantes, c'est celui qui cesse de vouloir devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Je ne sais pas si j'étais bon, mais je vous invite à répondre à mon questionnaire ici pour que je devienne un petit peu meilleur. Je vous remercie.